Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo. Nous voici à Strasbourg, au Parlement européen. Le reportage de cette semaine nous emmène en Grèce où la crise sociale s'aggrave, le taux de chômage explose. La Grèce où le gouvernement a décidé sans prévenir personne de fermer la télévision publique. Mais d'abord, l'actualité. Après plusieurs années de récession, 57 millions d'Européens vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, l'Europe s'enfonce-t-elle dans la misère? C'est la question de la semaine. Émeutes, manifestations, colère. Cette rage et ce désespoir, dernier rempart de la lutte contre l'austérité. Ces cris du peuple en Grèce, puis au Portugal, en Espagne, en Irlande aussi, et à Chypre. Finalement, on s'y habituerait presque depuis 5 ans et le début de la crise, non? Pas vraiment. Retour à la case misère pour l'Union européenne. Les bulles immobilières ont explosé et jeté dans les rues des familles entières. Et en attendant, on regarde mourir des villages fantômes. Même les autoroutes sont désertées. Alors que le FMI avoue que le plan de sauvetage en Grèce fut une erreur, voilà qu'on nous annonce la fin de l'austérité. Mais pas de panique, on continue la rigueur budgétaire. Faut pas pousser. Alors, est-ce le retour de la misère en Europe ? Et nous voilà de retour à Strasbourg au Parlement européen. Nous allons donc parler de retour de la misère en Europe. Et pour évoquer cette question, c'est Karima Delli qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du groupe des Verts et vous êtes surtout membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Quand vous voyez ces images d'émeutes, de manifestations, quand vous voyez que par exemple la Grèce est en récession depuis plus de 5 ans maintenant, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'on a régressé au niveau des conditions de vie au sein de l'Union européenne? La précarité a explosé, la pauvreté a explosé et ça concerne toutes les catégories de population, que ce soit les jeunes, les retraités et même les familles monoparentales aujourd'hui. Et donc ça veut dire que le cap qu'on s'est donné, notamment le cap que la Commission et les chefs d'État, c'est-à-dire le cap de l'austérité, n'est pas le bon cap. Aujourd'hui, il faut penser plutôt à des investissements, pas à couper dans les dépenses, mais véritablement investir pour pouvoir redonner un peu espoir à l'ensemble des populations et créer des filets de sécurité. Et à ce moment-là, on verra réellement une bouffée d'oxygène. Et quand je parle de filet de sécurité, on ne peut pas parler de la pauvreté ni de la misère sans les populations parce que malheureusement, souvent on fait pour elles, alors qu'aujourd'hui il faut faire avec elles. Là, vous venez de rendre un rapport qui a été salué, si je puis dire, sauf qu'il a eu du mal à être voté sur la question du logement en Europe. Le logement en Europe, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne et de surcroît, le Parlement européen n'a pas vocation en fait à proposer des directives. Est-ce que c'est un pavé dans la mare ? C'est pas un pavé dans la main, c'est la première fois que le Parlement s'engage de manière aussi claire pour dire nous avons besoin du logement social. Le logement, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais nous avons le droit à une aide au logement, c'est une obligation puisque c'est un droit qui est reconnu par la Charte des droits fondamentaux et que le logement intervient sur différents domaines, l'efficacité énergétique, le volet emploi, le volet lutte contre l'exclusion, le volet également service d'intérêt général, aide d'État, etc. Et dans mon rapport, justement, pour la première fois, les députés européens demandent un cadre européen des politiques du logement, notamment du logement social, pour véritablement avancer pour plus de logements sociaux, mais aussi avancer sur cette Europe sociale. Là, vous avez pointé dans ce rapport la question de la spéculation immobilière et des bulles. On l'a vu notamment en Irlande, on l'a vu en Espagne surtout, où on assiste en fait à on voit aujourd'hui des villages fantômes qui sont complètement vides. On estime qu'il y a 700 000 logements en Espagne qui sont aujourd'hui non occupés. Là, en l'état aujourd'hui, comment vous réglez cette question-là? Alors très simplement, le rapport dit bien que plus on aura un parc de logements sociaux important, plus on va éviter les bulles immobilières. Ça veut dire que vous dites stop aux propriétaires, quoi. On dit réellement aujourd'hui il faut plus de logements sociaux parce que c'est un véritable levier pour lutter contre la crise sociale, la crise économique, mais aussi la crise écologique. Et face notamment à un vrai problème, vous évoquiez notamment l'Espagne, aujourd'hui dans le rapport on dit clairement qu'il faut lutter contre les expulsions, notamment des familles qui n'arrivent plus à payer leur crédit hypothécaire. Ça a été reconnu notamment par la Cour européenne de justice, c'est reconnu par le Parlement européen. Maintenant, mais l'Espagne aussi a voté un moratoire de 2 ans sur les expulsions. Vous souhaitez que ceci soit généralisable sur tout le territoire européen ?
On a plusieurs expérimentations au niveau européen. On a essayé de le demander, notamment de mettre en place justement des politiques de prévention et d'éviter les expulsions. On s'est battu au Parlement, mais malheureusement, les conservateurs et les libéraux sont encore dans une logique du tous propriétaire qui malheureusement nous a emmenés dans le mur et n'a pas été adopté. Mais cela n'est pas très grave, puisque dans le rapport, on trouve également une protection qui est majeure, notamment pour les populations les plus précaires, notamment c'est de lutter contre la vacance des logements. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements sociaux, il faut construire, donc il faut lutter contre la vacance des logements. Et pour la première fois, le Parlement européen demande à l'ensemble des États membres de fixer un quota minimum de logements sociaux, notamment dans les zones tendues. Vous voyez donc, là, ce qui veut dire en gros une application de la loi SRU comme telle qu'on la connaît en France, qui oblige en fait les communes à avoir 25% de logements sociaux sur leur territoire, mais cela au niveau européen. Voilà. Donc si je comprends bien, vous, la militante de Jeudi Noir, qui est donc une association qui se pose sur ce champ du logement et notamment du logement social, vous êtes en train de donner plutôt un satisfecit à la France sur la manière dont elle gère la question du logement ? On peut faire crédit à la France qu'elle avance notamment sur cette question du logement social, mais elle ne va pas assez loin parce qu'on ne construit pas. On n'est pas aujourd'hui dans les objectifs à atteindre. Malheureusement, on ne va pas les atteindre cette année. Et moi, je tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'en France, il faut aussi beaucoup plus de logements très sociaux. Parce que malheureusement, l'accès à des logements sociaux est de plus en plus un parcours du combattant pour les jeunes, les plus précaires, les plus pauvres. On voit bien quand même qu'on est dans une conjoncture budgétaire très contrainte. Le budget européen qui sera peut-être en passe d'être adopté le mois prochain baisse considérablement les crédits. Au fond, est-ce qu'on ne peut pas dire que votre rapport et ses vœux de pointer les fonds structurels sur la question du logement, sur cette précarité énergétique, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ? Ce n'est pas un vœu pieux parce que d'une part, l'Union européenne investit déjà via les fonds structurels dans le logement social. Aujourd'hui, nous sommes en pleine négociation, notamment sur le fléchage des fonds européens. Oui, ce sera une priorité. L'Union européenne va investir davantage via les fonds structurels dans le logement social et également dans le logement privé et via aussi notamment des investissements par la Banque publique d'investissement, donc ce qu'on appelle la BEI. Vous voyez, on est en train d'avancer, mais je voudrais juste insister sur un nouveau fléau parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme avec 2 chiffres. Il y a aujourd'hui en Europe entre 50 et 125 millions de personnes qui sont dans une précarité énergétique, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à payer notamment leurs factures. C'est une question de rénovation thermique. L'Europe finance déjà justement cette rénovation thermique et a permis, en l'espace de 2 ans, la rénovation de 70 000 logements sociaux en France et la création directe de plus de 15 000 emplois locaux non délocalisables. Écoutez, merci beaucoup Karima Delli. Je rappelle effectivement qu'on estime qu'il y a 57 millions d'Européens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc effectivement, c'est un grand chantier pour l'Union et pour les parlementaires. Merci Karima Delli d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Nous, on continue sur cette émission sur la question de la Syrie. Vous savez que Bachar el-Assad est accusé par la communauté internationale d'utiliser des armes chimiques dans son pays. Et nous avons voulu savoir comment les télévisions étrangères avaient traité la question. C'est un zapping réalisé par Aurélie Dafas. Problèmes respiratoires, pupilles dilatées, les blessés des hôpitaux syriens sont sur tous les écrans, comme autant de preuves de l'utilisation des armes chimiques dans le pays. Sur la BBC, cet habitant témoigne. Il y avait une odeur suffocante, horrible. On ne pouvait plus du tout respirer. Tout mon corps était comme fatigué, il perdait tous ses sens. On avait l'impression d'être mort. Je n'y voyais plus rien et je n'ai plus rien vu pendant 3 ou 4 jours. Au plan international, les États prennent position et essaient de s'organiser, mais ce n'est pas encore l'unité. La Grande-Bretagne a annoncé détenir des preuves sûres concernant l'utilisation de gaz sarin, preuve confirmée par la France, qui n'exclut pas l'intervention militaire. Pendant ce temps, la rencontre entre les États-Unis, la Russie et l'ONU a débuté à Genève pour préparer la conférence internationale sur la Syrie, appelée Genève 2, dont la date n'a pas encore été fixée. Pas de date pour une conférence internationale et au niveau européen, comme toujours, pas de position commune. L'embargo sur les armes est levé, mais ensuite, libre à chaque État d'en livrer ou non. La RTBF juge sévèrement l'indécision bruxelloise.
Un bisou par-ci, un bisou par-là. Devant les caméras, les patrons des différentes diplomaties européennes donnent presque l'impression d'une parfaite harmonie. Ce n'est qu'une illusion. Une fois réunis, ils affichent leurs divergences pour en arriver à ce qui s'appelle un échec. Les Européens en échec sur la question syrienne, c'est Nicolas Gros-Verrette qui est avec nous pour en parler. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de défense, notamment sur l'Union européenne et partout ailleurs, si je puis dire. Et vous dirigez le blog bruxelles2.eu. Quand vous voyez ces images de responsables européens qui se font effectivement la bise et qui sont dans une certaine léthargie sur la question syrienne, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que depuis 2 ans, on parle de solutions politiques. Depuis 2 ans, les Européens n'ont mis rien en place pour une solution politique. Du coup, on ne discute que de l'embargo sur les armes, alors qu'on devrait discuter plan de paix, envoi d'émissaires, solutions intermédiaires, conférence internationale, ce qui est la solution politique. Pour l'instant, les Européens n'ont mis en place rien de tout ça. Mais pourtant, la Ligue arabe a envoyé un émissaire. Enfin, il y en a même eu 2 ou 3 qui ont chacun démissionné devant l'impossibilité de la tâche. Donc, est-ce qu'il y a encore une solution politique ? La Ligue arabe, effectivement, pas l'Union européenne. Oui. Pour moi, on n'a pas essayé tous les vecteurs de la solution politique. Le problème, c'est qu'il faut associer tous les acteurs de la région. Donc à partir du moment où on exclut un des acteurs, qui est l'Iran, qui est un acteur principal, on exclut toute solution politique. Donc ça ne sert à rien de parler de solution politique si on ne dialogue pas. En gros, le dialogue, il ne se passe pas avec les amis, il se passe avec les ennemis. Donc il faut associer l'Iran, il faut associer le Hezbollah, la partie libanaise et le Hezbollah, voir toutes les parties vraiment associées, avec des intermédiaires neutres. On ne peut pas demander au Qatar, à l'Arabie Saoudite ou à la Russie ou aux États-Unis d'être les intermédiaires neutres. Il faut trouver des intermédiaires neutres pour assurer la réunion des 2 parties. Ce qui est le classique. On associe le camp A, le camp B et au milieu les neutres. Les Européens ou certains Européens auraient pu jouer les neutres. Ils n'ont pas joué les neutres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont impuissants, parce qu'ils ne veulent pas. Et qu'ils ont tout le discours européen. Parce que la question de la Syrie, c'est quoi ? C'est la régionalisation du conflit ? On est dans un espèce de maelstrom, on ne veut pas s'en mêler ? C'est parce que je pense qu'il y a un manque de volonté. Toute la solution européenne était de dire on appuie les efforts de l'ONU et de la Ligue arabe et en gros on fait tout ce qu'on peut pour ça. Mais ça ne suffit pas. Si on veut être un acteur, on ne doit pas appuyer les efforts d'un autre acteur, on doit proposer ses services. Et je pense que là, c'est une erreur fondamentale des Européens. Là, on assiste aussi aujourd'hui à ce franchissement de la ligne rouge dont Barack Obama parlait, qui est l'utilisation d'armes chimiques. On a quand même de plus en plus de preuves sur l'utilisation notamment du gaz sarin. La question de la levée de l'embargo et de la livraison d'armes a été posée. Qu'en est-il en fait de tout cela ? Alors il y a 2 choses. Il y a les armes chimiques. La ligne rouge, c'était une ligne rouge bidon. Il faut aller très clair, il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a rien dans le droit international qui dit que quand il y a une arme chimique, on a le droit d'employer la force. Non, c'est Obama qui l'a dit. C'est Obama, mais on a fait le rouge et on interviendra à ce moment-là. Voilà, mais c'est une ligne rouge bidon qui d'ailleurs s'est écroulée au moment où la ligne rouge était franchie. C'est comme quand vous franchissez la ligne jaune, personne n'a sifflé, donc vous pouvez rouler. Donc il y a eu un feu vert à l'emploi d'armes chimiques. La ligne rouge s'est transformée en feu vert. Ça, c'est le premier fait. Pour moi, la ligne rouge a déjà été franchie quand on viole le droit international humanitaire. C'est ça la vraie ligne rouge. La vraie ligne rouge, c'est quand on bombarde des hôpitaux, qu'on tue des civils, des enfants, qu'on s'attaque aux médecins, à tous les efforts qu'on ne s'attaque pas uniquement aux combattants. Donc la ligne rouge est franchie depuis plusieurs temps. La vraie ligne rouge, en fait, je pense, pour la plupart des acteurs internationaux, c'est que le conflit ne déborde pas violemment dehors des frontières. Mais pourtant, donc, il déborde. On voit que le Liban est quand même un peu touché. Tant que ça reste, la Turquie. Tant que ça reste un peu touché, ça va. Tant qu'en fait, pour les Américains, la vraie ligne rouge, je pense que c'est Israël. Pour les Russes, la vraie ligne rouge, c'est leur base. Donc tant ces 2 grosses lignes rouges ne sont pas franchies, personne ne bougera parce que personne n'a intérêt à bouger. Les Russes bloquent de toute façon toute résolution au Conseil de sécurité. Les Occidentaux ne veulent pas passer en dehors du Conseil de sécurité. La leçon de l'Irak à payer. Donc, pour l'instant, le conflit continue. Il continuera d'avoir des morts. On est à 100 000 morts. Les armes chimiques ont fait un certain nombre de morts, mais n'ont pas fait l'essentiel des morts. L'essentiel des morts est fait par des armes conventionnelles. Donc, tant que les Syriens se battent dans leur pays, pour la communauté internationale, il faut être cynique, il n'y a pas de problème. Merci Nicolas Gros-Verrette d'avoir été notre invité. Nous, on continue avant de retrouver Katia Gilder et son invité, direction la Grèce. Après 5 ans de crise, nous avons été à la rencontre d'un peuple à l'agonie. Là-bas, le taux de suicide a augmenté de 26% en une année. C'est un reportage de Florence Maurice et de Pavlos Kapadaïs. 6 avril 2012. Un pharmacien retraité criblé de dettes
se suicide à 2 pas du Parlement grec. Un geste politique pour dénoncer l'austérité. C'est une honte, c'est une grande honte. Cela aurait pu être l'un d'entre nous, cela aurait pu être quelqu'un de notre famille. Si ça continue, nous allons tous nous suicider. Les Grecs prennent soudain conscience de la crise morale qui secoue leur pays. À Ekpizo, une association d'aide aux surendettés, on a pris très tôt la mesure de ce malaise. Ici, 25 juristes bénévoles viennent en aide aux victimes des coupes budgétaires. Bonjour, on va voir où en est votre dossier. Mariana a poussé la porte en 2011. À l'époque, je me sentais coupable, extrêmement coupable. Je me disais que j'avais fait beaucoup d'erreurs. J'étais totalement désespérée. Je ne sortais plus de la maison, je ne voulais plus me battre. Je pleurais tout le temps. J'étais envahie par la tristesse et une profonde envie d'autodestruction. Parmi les personnes suivies à Ekpizo, 4 se sont déjà suicidées. Les bénévoles ont même dû faire appel à des psychologues pour les aider à soutenir les plus désespérés. Comme beaucoup, Mariana se croyait à l'abri. Elle était fonctionnaire, un emploi stable, bien payé. Aujourd'hui, elle ignore si elle pourra garder cet appartement acheté à crédit. Après des années de croissance insouciante en Grèce, la crise a fait vaciller ses certitudes. En fait, je n'ai rien fait de fou. J'ai juste agi comme tout le monde. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les banques nous envoyaient des offres de prêt tous les jours. Si Mariana a refait surface, grâce au soutien psychologique reçu à Ekpizo, beaucoup n'ont pas cette chance. Dans une Grèce très religieuse, le suicide reste un sujet tabou. Consulter est une décision difficile, coûteuse aussi. Le secteur de la santé est à l'agonie, un tiers des Grecs n'a plus d'assurance maladie. Ce centre médical a été créé en 2011 pour répondre à l'urgence. On n'a pas de gynécologue aujourd'hui. Elle vient de jeudi. Ici, des médecins bénévoles se relaient pour offrir gratuitement soins et médicaments aux exclus du système de santé. Vous avez retrouvé le dossier? Merci beaucoup. Maria est psychologue. Elle consulte ici 5 heures par semaine. Je sens qu'il y a vraiment des choses qui se sont débloquées en moi. Ici, tous les jours, on voit arriver des bébés de 2 kilos, alors qu'ils devraient en peser 4. Beaucoup de gens considèrent le soutien psychologique comme un luxe dans ce chaos ambiant. On est en train de fabriquer une génération de Grecs désemparés et en colère, de vider la jeunesse de tout son potentiel, de toutes ses capacités. Je n'exagère pas, c'est un génocide. En 2 ans, la consommation d'antidépresseurs a bondi en Grèce, celle de drogue aussi, tout comme les contaminations au VIH. 2 fois par semaine, place Omonia, Médecins du Monde accueille les toxicomanes. Tenez, et prenez soin de vous. La Grèce a même sa nouvelle drogue, la Sissa, composée de liquide de batterie et de détergent. J'ai des amis qui en prennent régulièrement. En 2 ans d'utilisation, ils sont plus atteints que moi après 20 ans d'héroïne. Je suis déjà allée les voir chez eux, ils deviennent fous, ils se tapent la tête contre les murs, c'est totalement irréel à voir. 2 € le shoot contre 7 pour de l'héroïne. La Sissa est la drogue de la crise. Tous les indicateurs sont au rouge, mais la Grèce s'accroche à ses valeurs refuge, famille et religion. Depuis le début de la crise, le père Thomas est sur tous les fronts. Il a triplé ses distributions de nourriture et multiplie les activités à destination des enfants. Une fois qu'on aura dépassé la crise, je crois que la situation sera meilleure qu'avant. Car à cause des difficultés, les gens ont dû renoncer à l'individualisme absolu et renouer avec la solidarité. C'est quelque chose qu'on avait perdu. Après 6 années de récession, la Grèce espère une timide reprise économique en 2014. Mais nul ne sait encore combien de temps ou de générations il faudra pour réparer la crise morale qui mine le pays. Reportage signé Florence Maurice à Athènes avec Lilia Chou.
Crise économique, sociale et sanitaire, la Grèce est au cœur de l'actualité. On en parle avec notre invité, Rodi Kratsa, bonjour. Bonjour. Vous êtes député grec du Parti populaire européen qui regroupe la droite et le centre-droite ici au Parlement européen. Et vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et monétaires. Alors cette semaine, coup de théâtre en Grèce, puisque il y a eu l'annonce de la fermeture de la radio-télévision publique. La police est montée sur la montagne pour éteindre l'émetteur principal de la télévision, sans que les journalistes aient eu le temps de dire au revoir. C'est quand même un cas unique en Europe, puisque j'ai vu que la dernière fois que ça s'était produit, c'était en 1967, avec la dictature des colonels. Est-ce que, pour vous, c'est une violation de la démocratie ? Écoutez, ne faites pas des comparaisons pareilles. La Grèce est un pays en récession économique, 6e année de récession économique, et une société en crise, comme votre reportage a évoqué. De l'autre côté, il y a une prise de conscience aujourd'hui chez les Grecs. Je ne sais pas si votre reportage a pu constater ça aussi. Les Grecs sont dans les cafés, sont réunis dans les familles, autour de la famille pour des fêtes familiales, pour des fêtes religieuses. Elles ont une confiance en l'avenir, malgré la tristesse, malgré la souffrance. Et là, sur cette décision de fermer la télévision. Vous imaginez comment? Alors, la décision, la situation est difficile, que le gouvernement, après tant de tentatives de restructurer le secteur public de radio-télévision, qui est un secteur énorme, non productif, non compétitif, a pris la décision, après des grèves continues, parce que malgré son fonctionnement, il n'émettait pas toujours et partout à cause de grèves continues, il a pris la décision de fermer les secteurs et de préparer, déjà le projet est là, l'ouverture, la création d'un autre secteur avec moins de personnel et sur une structure plus rationalisée, une structure moderne qui pourra quand même satisfaire aux besoins d'un service public qui ne va peser autant aux contribuables grecs. Est-ce que le gouvernement grec, qui a surpris tout le monde de court en prenant cette décision, n'aurait pas pu quand même informer avant les salariés, puisque même l'Union européenne a été surprise. Le président de l'UER, l'Union des radios-télévisions d'Europe, a critiqué cette décision. Vous comprenez qu'on puisse être surpris. Je ne peux pas vous parler de la communication qu'il y a eu, cette communication entre le secteur public grec et l'association européenne. Ça, je ne peux pas. Mais vous dites que c'était nécessaire, c'était inévitable. Ça, je ne peux pas vous dire. Ce qui a été nécessaire, c'est pour ça que malgré les réactions des fonctionnaires, qu'on peut très bien comprendre, quelqu'un qui perd son travail, il y a quand même dans une partie de la Grèce, de la population grecque, une satisfaction que quand même il y a un bouleversement qui va rationaliser le secteur public, parce que pour le moment, les effets de la crise, de l'austérité, de cette adaptation rapide budgétaire, c'est le secteur privé qui paye. Donc vous dites que c'est un rééquilibrage. Le chômage, c'est dans le secteur privé. Alors, si on demande aux entreprises privées de faire leur restructuration, de rationaliser, de faire des exportations, de faire plus de choses avec moins du monde, moins de frais, imaginez comment ce secteur privé qui voit peser sur ses épaules cette adaptation, cette crise, exige du gouvernement de faire mieux son ménage dans le secteur public. Mais malgré ça, il y a une prise de précaution pour les fonctionnaires du grand secteur de radio-télévision. Ils ne seront pas dehors, ils seront... Ils auront quand même d'abord une priorité pour les concours d'entrée dans la nouvelle structure qui va naître, on espère bien bientôt. Et de l'autre côté, ils peuvent aussi passer les concours pour des services qui embauchent encore, comme les hôpitaux, les services sociaux, etc. Quand on voit notre reportage, on se dit que l'état du pays est quand même grave. Et difficile. Et difficile. Une société en crise. Mais certains voient, pour certains économistes, prédisent un retour de la croissance en 2014. Est-ce que vous y croyez? On espère, on travaille pour ça. Mais vous savez, il faut prendre des mesures difficiles, des décisions difficiles. Et cette
balance cet équilibre constant que le gouvernement doit faire entre la rationalisation économique et budgétaire et quand même la protection des travailleurs, de la société, des gens, de chômeurs, est toujours difficile. Vous pouvez comprendre en France aussi comment c'est difficile de prendre des mesures que nous, on les voit urgentes et nécessaires, parce qu'il aura un coût social et politique qui est très souvent insupportable. Voilà, nous, on a tous les jours de pareilles décisions à prendre. En même temps, les politiques d'austérité appliquées pour la Grèce depuis des années sont un peu remises en cause. Le Fonds monétaire international a lui-même reconnu qu'il avait peut-être fait fausse route en imposant une austérité aussi forte. Est-ce que c'est le cas ? Voilà, vous savez, moi je critiquais même sur vos plateaux plusieurs fois le programme appliqué en Grèce. Au début, tout le monde a cru que c'était la Troïka qui a l'expérience internationale. La Troïka, l'Union européenne, le Fonds monétaire et Banque centrale européenne qui ont une expérience internationale, un intérêt de voir des résultats positifs rapidement, et le programme, il est bon, il faut le suivre. Nous, notre parti a contesté dès le premier moment ce programme. Parce pour que les Grecs puissent prendre eux-mêmes leurs décisions. Il n'était pas équilibré dans les deux volets, austérité et mesures de soutenance de l'économie et de croissance. Soutien de la croissance, oui. Mais voilà, on est là aujourd'hui. Il faut s'en sortir. Et c'est très difficile pour la classe politique et pour la société grecque. C'est nos soucis quotidiens, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, le gouvernement doit aller en avant. Il n'a pas le choix. Et il n'a pas le choix d'aller en arrière, mais la société grecque, elle est très solidaire, vous l'avez pu constater. Et cette solidarité, vraiment, elle est très nécessaire pour donner cet espoir aux gens, non seulement de supporter, mais faire leur plan pour le lendemain. Eh bien, merci beaucoup, Rodi Kratsa. Ce sera donc le mot de la fin. De votre intérêt, de l'intérêt que vous portez à la Grèce et à la société grecque. On va vous laisser aller dans l'hémicycle puisqu'il y a des votes en ce moment même. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes et rendez-vous la semaine prochaine sur les chaînes parlementaires pour un autre numéro d'Europe Hebdo.